dessus maintenant. Tu le vois peut-être pas, ça? Je comprends pas, mais qui est amnésique? Ton cousin Hubert? Ou l'autre putois, là? Qu'est-ce qu'il lui prend? On appelle cousin Hubert maintenant. Il va dire encore plus s'il veut plus. Et moi, je vais commander des pizzas. Vite, pour les enfants. Oh, cette trompette encore. Il est excité par quoi? Il veut baiser qui? Pardon? Ce con l'appelle Messi. Non, c'est rien, Jean-Pierre. Non, c'est rien. Bateau dans la cuvette des chiottes. Je vous ennuie. Oui, certes. Tu vois? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Foutez le camp, partez! Oh là, le mais partez! Oh, casse-pied! Ça s'arrange pas, il reconnaît même pas votre château maintenant. J'en ai marre qu'on me reluque le cul! Putain, c'est le gîte! Qu'est-ce qu'il dit ce con? Non, mais ma femme qui a absolument venir en aide à un chômeur longue durée et à sa femme. On pourrait tous faire ça. Si vous tenez à prendre leur lait, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette touche à ce frigo? Béa! Béa! Où ils pètent des bouteilles dans la cuisine? Non mais vous êtes complètement con! Qu'est-ce que vous avez fait? Béa! C'est des débiles! Ils sont pas capables de mettre de couvert! Mais... Bon Dieu! Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Essayez de bailler, mon vieux! Bailler! Robespierre a pris le pouvoir. On le surnomme l'incorruptible. Il dirige tout au nom du redoutable comité de salut public. C'est l'incarnation de la terreur. Laissez parler sans juge. On ne juge pas, on tue. Si la saga des gendarmes de Saint-Tropez peut être considérée comme le révélateur de la carrière de Louis de Funès, à savoir le sommet de sa carrière pour les 4 premiers, et disons la fin plus pénible pour les 2 derniers, je considère que la saga des Visiteurs, sur 4 épisodes, peut également être le témoin ou l'exemple d'une évolution négative de la comédie française à travers le temps, bien que le film ait été écrit et réalisé par les mêmes, du premier au dernier. On a déjà abordé Les Visiteurs 1 et 2, et le remake américain récemment, et pour comprendre en quoi Les Visiteurs la Révolution était un échec assuré bien avant sa sortie, il faut redonner un brin de contexte. Un succès tel que Les Visiteurs en 1993, on n'en avait pas eu depuis 1966 et la sortie de La Grande Vadrouille. Les salles remplies, les spectateurs qui reviennent 3 à 4 fois pour voir le même film et qui en redemandent, c'était un phénomène. Et c'était dû à plusieurs facteurs. L'histoire, certes, avec ce voyage dans le temps et tous les décalages que cela amenait, la partie moyenâgeuse qui avait une ambiance, qui était réussie, autant dans le 1 que dans le 2 d'ailleurs, l'audace de l'utilisation du vieux français qu'on a tous récité des mois durant dans les cours de récré, ce mélange d'aventure, de comédie, d'action, mais aussi la présence de surnaturel et d'effets spéciaux. Alors davantage dans le 2 que dans le 1 pour les effets spéciaux, mais depuis 1991 et la sortie de l'opération Corned Beef, les comédies françaises se sont, à l'initiative de Jean-Marie Poiré, et ce durant 10 ans, défranchouillardisées. À chaque sortie d'un film, ou de sa suite, ou d'un nouveau projet, on en attendait davantage. Davantage d'action, davantage d'effets spéciaux, ou les deux. Et ce côté de plus en plus démesuré et de plus en plus impressionnant ne décevait pas, jusqu'à un certain point. De Corned Beef, on est passé aux Visiteurs. Des Visiteurs aux Anges Gardiens, des Anges Gardiens aux Visiteurs 2, des Visiteurs 2 à Taxi, de Taxi à Astérix et Obélix contre César, de Astérix et Obélix contre César à Taxi 2, et on pourrait inclure le dernier film qui avait cette tendance d'en donner toujours plus pour les spectateurs, d'en donner plein les mirettes, avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en janvier 2002 mais produit et tourné en 2001. On pourrait aussi citer Wasabi, dans la même gamme, un film qui est également sorti en 2001. 2001, l'année de la bascule. Pour tous les films que j'ai cités, à chaque fois c'était encore plus impressionnant, et on avait hâte de voir jusqu'où on pouvait aller. 2001, l'année de la bascule de l'ancien monde vers un monde plus austère. Moins festif, avec les attentats du 11 septembre. En France, l'effet Coupe du Monde 98 s'était estompé, et à partir de là, fini les moyens démesurés pour les films français. Taxi 3 était un bel exemple. D'un seul coup, c'était devenu bien moins impressionnant. Les Astérix sont devenus de plus en plus ridicules, en mettant de plus en plus de moyens dans les acteurs et leurs cachets, plutôt que dans l'écriture, dans les décors, dans les scènes d'action, ou encore les effets spéciaux. Et c'est pas une question de compétence ou de changement de personne. Les Bronzés 3, les Trois Frères le Retour, c'est écrit par les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Réalisé par les mêmes. Mais l'époque plus actuelle imposait sans doute un humour un peu moins permissif. I want to know who fucked my
On pouvait pas tout faire avec la même liberté, puis l'humour et les créateurs, ça vieillit mal malheureusement. On s'adapte pas toujours à plusieurs époques et à plusieurs générations, même si les sketchs des inconnus le font très bien. Tu vas pas mettre les extrémistes au pouvoir maintenant, alors hein. J'ai pas dit ça. En ce qui concerne les visiteurs, en tout cas, c'est pas tout à fait pareil. C'est une autre histoire. Difficile de dire si les visiteurs 3, tel qu'il avait été imaginé en 1997, aurait mieux fonctionné ou non s'il était sorti dans la continuité du 2, à la place des visiteurs en Amérique, ce piège américain dont nous avons parlé il y a pas longtemps, où nous sommes passés d'une promesse d'un film produit par John Hughes, le grand producteur américain, et qui aurait dû également réaliser le film, qui finalement ne le réalisera pas, et ne s'occupera même pas de la production, la laissant à son associé, tout en imposant en plus une réécriture adaptée aux Américains, sans SDF à l'écran, pas de dents pourries, pas d'accent bourgeois, pas de sarrasin. Les visiteurs en Amérique étaient un piège qui ne pouvait contenter aucune des parties. Bien que ce soit le seul film des 4 qui, au final, est une fin. Une fin qui n'appelle pas à une autre suite. I got you, babe. Yeah, you got me, babe. Wait, I got you, babe. You got me, babe. Mais le film aura brisé bien des choses. Après un échec cuisant et la quasi-faillite de la Gaumont, plus question de parler de Jacouille ou de Godefroy pour Christian Clavier ou Jean Reno. Et ça n'est pas l'échec commercial de Ma femme s'appelle Maurice, le projet suivant de Jean-Marie Poiré, qui va arranger les affaires du réalisateur, qui verra sa carrière stopper brutalement. Les producteurs de La Trempe de Christian Fechner ou de Claude Berry, qui permettaient de te relancer après un échec, n'existant plus. Un sacré stop, une carrière brisée durant 14 ans, de 2002 à 2016, tout comme pour Christian Clavier, dans une moindre mesure bien sûr, mais qui aura plus de mal à retrouver le succès suite au semi-échec commercial de l'Enquête Corse, et mis à part Les Bronzés 3 en 2006, qui était l'exception, c'est le carton de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 qui va bel et bien marquer son comeback avec 12 millions d'entrées. Un retour remarqué, et suffisant pour permettre aux Visiteurs 3 d'être envisagés par les producteurs, même si le financement sera difficile à obtenir. 25 millions d'euros, mais on est en euros cette fois, on n'est plus en francs. L'inflation étant passée par là, et contrairement à ce qu'on peut croire, le budget n'est pas aussi confortable que celui des Visiteurs 2, même si la somme peut paraître équivalente. Mais en 2015, indépendamment du budget, et mis à part avec quelques exceptions comme Eric Toledano et Olivier Nakache, on ne faisait plus les films de la même façon. Les Astérix sont passés par là, et les comédies françaises sont maintenant prétexte à des distributions XXL, avec parfois 15-20 acteurs qui se battent pour une affiche, et pour chacun des acteurs il fallait écrire un personnage, des dialogues, et un arc narratif. Et sur 1h30 ou 2h maximum, ça empêche toute cohérence scénaristique, voire tout intérêt pour le spectateur qui ne suit plus une histoire, mais une mosaïque d'histoires, vécue par des personnages auxquels on n'a même pas le temps de s'attacher. Et les Visiteurs la Révolution, qui n'assument même pas d'être les Visiteurs 3, puisque le 3 est absent du titre, est le parfait exemple de cette baisse de qualité et de savoir-faire dans notre cinéma, sauf exception, bien qu'encore une fois, il ait été conçu, écrit et réalisé par les mêmes. C'est un festival. Tu viens de te caper la grosse gorge. Même s'il y a des absents, Christian Bugeaud en tête, qui va cruellement manquer à la distribution, et qui aurait peut-être montré ce qu'auraient été les Visiteurs 1 et 2 s'ils n'avaient pas été là. Je vous propose dans cette vidéo de décortiquer le film en montrant tout ce qui ne va pas, et il y a du boulot, et c'est l'occasion pour ceux qui n'auraient jamais été au bout, ou qui n'auraient jamais eu le courage de se lancer, et j'en connais, de faire leur retard sur ce dernier volet bien triste des Visiteurs. Nous sommes partis pour l'analyse. La musique du générique des Visiteurs 2 refait surface et ça nous remet instantanément dans l'ambiance. Mais l'ambiance, c'est fragile dans un film. Et là, elle est instantanément cassée par ce résumé des 2 premiers films, résumé absolument paresseux, avec un scrolling à la Star Wars absolument immonde. Ouah, c'est laid. Dans mon autre métier, lorsque je dois répondre aux objections d'un client, on m'a appris une technique qui permet de parer toutes les objections. Et d'ailleurs, ça marche aussi sur YouTube quand je dois répondre à certains commentaires. Par exemple, lorsque quelqu'un me dit « c'est trop cher », j'ai juste à répondre « trop cher par rapport à quoi ?» Et ça fonctionne toujours. Ça fait parler. On peut comparer le prix d'une assurance au prix d'un paquet de clopes, et tout devient possible. Là où je veux en venir, c'est que tout dépend à quoi on compare quoi. Et les Visiteurs 3, ou les Visiteurs la Révolution, je ne le compare pas aux comédies sorties sur la même période. Je le compare aux Visiteurs 1 et 2. Je compare l'écriture du 1 et du 2 à celle du 3, les moyens du 1 et du 2 à ceux du 3. Les effets spéciaux du 1 et du 2 à ceux du 3. Et ça va aller vite. Dans le 3, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. C'est peut-être ce qui m'a le plus choqué. Le film ne m'a fait voyager ni fait rêver à aucune seconde. D'un point de vue visuel, malgré 2 décennies d'écart, tout ce qui est effets spéciaux est défavorable dans le 3 par rapport aux 2 autres, et ça n'est pas normal.
Et ça se voit dès ce résumé des deux premiers films que les visiteurs à la Révolution nous proposent. Si on compare ce générique qui défile grossièrement, monté en 2 secondes, par rapport au résumé présent dans le début du 2 qui est là pour nous rappeler l'histoire du 1, la comparaison est douloureuse. C'était l'intro du pauvre. Mais passé cette maladresse, surprise, car retour en 1124 au château de Montmirail, alors qu'on les avait quittés durant la Révolution. Et là, encore une fois, on est partagé. Le chaud et le froid. On est content de retourner au Moyen-Âge, c'est l'âme des visiteurs. On retrouve la musique d'Eric Lévy, mais ça suffit pas. On est plus dubitatif sur cet horrible château en JPEG, indigne d'un film avec de tels moyens, encore un recul par rapport aux 2 premiers, qui nous proposaient les extérieurs de vrais châteaux, mais la musique d'Eric Lévy donne encore l'illusion malgré tout. Elle fait diversion. Pour l'instant, car l'illusion porte bien son nom. Ça n'était qu'une illusion. Nous basculons au bout de 5 minutes, en pleine révolution, en 1793, on savait si on avait vu la bande-annonce, et si on avait vu la fin du 2, 1793, durant la Terreur, là où on s'était arrêté. Ça n'était qu'un rêve brisé par un effet préinstallé dans un logiciel de montage gratuit, encore une fois indigne d'un film qui a la prétention de s'appeler Les Visiteurs. Même moi je peux le faire, regardez. Je vais me réveiller... Hop là, ça m'a pris 30 secondes. Si moi je peux le faire, c'est pas bon signe pour le film. Et on se rend compte rapidement qu'on va bel et bien être dans un film historique. Mais pas dans le sens comédie, dans le sens propre du terme. Un vrai film historique. Car jusque-là, en 3 films, si on intègre Les Visiteurs en Amérique, le seul personnage historique qu'on avait vu réellement, c'était Louis VI le Gros. Et éventuellement le jeune Napoléon Bonaparte, qui au passage, pour éviter un anachronisme, est absent de ce 3e volet. Mais globalement, l'histoire avec un grand H, on s'en foutait dans Les Visiteurs 1 et 2. Et du coup, à cause de ça, on sent que le raccord avec le 2, qui date d'il y a presque 20 ans, sera difficile. Parce que les styles vont être trop différents. Et non pas parce que le personnage de Jean-Pierre ou de Béa, même interprété par Muriel Robin, nous manque. Sachant qu'elle n'aurait jamais voulu y retourner, et qu'en plus, de toute façon, elle était trop âgée, alors qu'on aurait dû la retrouver telle qu'elle était dans Les Visiteurs 2. Mais pour le spectateur, on ne conçoit pas qu'elle n'essaye pas de se rattraper de son erreur, puisqu'elle est consciente d'avoir envoyé son aïeul dans la mauvaise époque. Elle a mis du Grand Marnier dans la potion. Vous avez mis du Grand Marnier? Fallait pas? Et qu'elle connaît la recette pour le suivre, ça interpelle, mais ce n'est pas ça qui ne va pas. On est juste conscient, très vite, que cette suite arrive évidemment bien trop tard. À aucun moment on ne prend au sérieux ce qu'on voit à l'écran. Encore une fois parce que c'est tellement différent. En quelques secondes, on nous balance des noms de Maximilien de Robespierre, de Saint-Just, de Charlotte de Robespierre ou de Marat. Et on est déjà perdu, sauf si on a révisé ses cours d'histoire avant, bien entendu. Mais les Français sont pas bons en histoire d'une manière générale. Mais pour apprécier Les Visiteurs 1 ou 2, il n'y avait pas besoin de réviser ses cours d'histoire. Qu'est-ce que ça? Moyen-Âge. Tu connais pas le Moyen-Âge? Ah bah dis donc, toi, question culture, hein? Pas de zob. Et les décors désespérément vides m'avaient également interpellé, toujours en comparaison avec les 2 précédents. Le film est très clair, trop clair visuellement. Tout est trop éclairé, et tout ça pour rien parce qu'on filme que du blanc. Beaucoup de blanc, beaucoup de murs désespérément vides. Même les textes d'indication pour préciser les lieux sont moches. Le film est globalement très laid. Et d'ailleurs, où est Jacouillet qui se devait de les interroger lui-même, tel qu'il le dit à la fin du 2? Je tiens à les interroger moi-même avant de les envoyer à la guillotine. Ça n'est pas lui qui les interroge. Mais il y a cependant un soupçon d'intérêt qui revient pour le spectateur, une illusion encore peut-être, mais le procès de Jacouille et de Godefroy est plutôt sympa à regarder. Franck Provost, stop shit. C'est un présent pour Dame Ginette. C'est pour casquer les cheveux. Et une pierre à briquet. Ça, c'est Les Visiteurs. Bien qu'ils font peine à voir physiquement, mais le film a l'intelligence d'en jouer en prétextant les effets secondaires des couloirs du temps non refermés. Ce qui est plutôt malin, et ce qui ne se serait pas appliqué à Béatrice ou à Jean-Pierre si on les avait revus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont même pas été envisagés une seule seconde dans le scénario. Mais les objets du futur qui sont présentés aux jurés, objets présentés un par un, sont plutôt amusants. Étrange. Qui contient de l'encre. Et qui fait une petite musique. Ça, c'est Les Visiteurs. Mais comme toute illusion dans ce film, elle est éphémère. We are the champions. Silence. Bien qu'amusé par Jacou qui chante We Are the Champions, on se dit également que c'est un bel anachronisme, une belle erreur même. Le stylo est un stylo de la Coupe du Monde 98, où la chanson de Queen fut reprise pour célébrer les champions du monde. Sauf que les événements des Visiteurs 1 et 2 se passent en 1993. Qu'est-ce que cela? C'est le calendrier des télécoms. Même si dans le 2, il y a déjà des anachronismes, puisqu'il a été tourné en 97, donc le téléphone Sony Ericsson n'existait pas, en tout cas pas ce modèle-là, celui que Jacquard sort de sa poche quand il est au Moyen-Âge, mais bon, ça c'était pardonnable. Mais là, visiblement, Christian Clavier et Jean-Marie Pourret, au stade de l'écriture, n'en avaient rien à foutre de ces Visiteurs 3.
Le film reprend alors avec Charlotte Robespierre, qu'on nous présente bien oralement et bien lourdement, histoire que le spectateur comprenne qui est qui et qui fait quoi, même s'il est déjà complètement perdu. En compagnie de qui? Ben, de sa compagne, Charlotte. Charlotte Robespierre. Ça fait vachement naturel. Hein. Tout le monde parle comme ça. La rencontre entre ce nouveau personnage et nos deux héros amène encore le spectateur à s'interroger, encore une fois, ce qui n'aide pas à la concentration. Le problème ici, c'est que Jacouille parle de sa mère, qui s'appellerait ici Gertrude la Fessue. Je suis le fils d'Anselme le Purineur et de Gertrude la Fessue. Mais on a tous mémoire en tant que fan que dans le 1, la mère elle s'appelait Gwendoline. Ma mère est pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Il arrive souvent que les fans connaissent davantage les films que leur metteur en scène, ou leur scénariste, ou les acteurs eux-mêmes. Moi ça me rappelle le 5e gendarme, et le 6e d'ailleurs, où Cécilia, la femme de Galabru, est devenue dans le 5e Simone, puis dans le 6e film est devenue Germaine. Ils en avaient rien à battre dans les deux cas, que ce soit les gendarmes ou les visiteurs. Alors certains diront que c'est pas grave, c'est juste des cohérences de prénoms, mais moi je trouve que se planter par rapport à ce qu'on a écrit soi-même, c'est pas professionnel. En tout cas, le film était flingué en 10 minutes. Impossible de rentrer dedans en se posant des questions toutes les 2 minutes. Si on est un spectateur un tant soit peu exigeant, on découvre Jacouillet, l'inquisiteur public, qui souhaite déposséder les Montmirail de leur château. Intéressant. Sauf que dans le 1, l'acquisition semblait plutôt récente, puisque Jacquard peinait à l'entretenir, comme s'il l'avait acquis de lui-même. Le film mentionne la succession et la mort du père de Valérie Lemercier en 1981. C'est là que la succession s'est faite et qu'elle a dû perdre le château, qu'elle avait sans doute pas les moyens de conserver. Diane de Poitiers, il y a le dernier tableau de famille qu'on a fait quand on était petite fille. J'aurais besoin. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit forcément, parce que c'est logique. Sinon, pourquoi Béat et Jacquard seraient en contact? Pourquoi est-ce que Jean-Pierre qualifierait ce château de grande baraque, inchauffable, s'il n'y était pas allé régulièrement? Et pour ceux qui me diraient « Mais t'aurais fait mieux, toi ?» Le genre d'argument niveau 0 qui dit que si on n'est pas cuisinier, on peut pas parler d'un plat, ou que si on n'est pas footballeur, on peut pas parler d'un niveau d'un joueur, il y en a beaucoup sur internet qui se défoulent comme ça. Moi, je compare ce qui est comparable. Ils savaient faire. Je pardonne beaucoup moins quand on ne sait plus. Alors qu'ils avaient très bien fait avant. Et d'ailleurs, pour preuve que c'est une incohérence, à la fin du film, on voit un jeune Jacques-Henri Jacquard, âgé d'une dizaine d'années en 1943, ce qui voudrait dire qu'en 1993, il aurait dans les 65-70 ans. Clairement, au niveau de l'écriture et au niveau du raccord avec, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, leur propre histoire qu'ils ont écrit eux-mêmes, c'est scandaleux. En fait, il faut pas être fan des Visiteurs 1 et 2 pour avoir une chance d'apprécier les Visiteurs la Révolution. C'était impossible. Mais puisque le film a montré que le château était passé d'une main à l'autre durant la Révolution, t'étais bien obligé de montrer que la famille de Jacquard était déjà dans le château en 1943. Et on en est qu'à la 12e minute. Reprise de l'illusion, cependant, non pas que ces horribles sous-titres aient disparu, au contraire, ils nous expliquent ce qu'on voit, pourquoi on est là, le film étant conscient de lui-même que l'enchaînement des scènes n'était pas très clair, et je pense qu'une voix off aurait permis de dynamiser tout ça, plutôt que des textes hideux. Mais illusion tout de même, car un sujet promet d'être intéressant à suivre dans le film. Le sujet, c'est celui-là. Lorsque Jacouille réalise qu'il n'est pas un aristo, contrairement à son maître, et que c'est Godefroy qui est dans la merde, pas lui, et que c'est Godefroy qui devrait se faire couper la tête, et pas lui, voir nos deux personnages dans deux clans opposés, voir Jacouille enfin dans une époque qui lui est favorable, même s'il regrette la liberté et le temps des bagnoles, c'était prometteur. Je suis point aristo, moi. C'est mépris, je ne devrais point être ici. Comme nous tous, mon vieux. Mais c'est immédiatement noyé par le blablabla du personnage d'Harry Habitant, qui parle beaucoup, et qui parle même énormément. Messire, Marot, vous êtes sacrément provocant. On n'ose plus parler comme ça de nos jours. Mais vous avez raison, avec ce qui nous attend, on peut se lâcher et dire n'importe quoi. Allez. Tais-toi. Mais à force d'entendre tout le monde parler, on n'écoute plus. Et le film n'est qu'un échange de blablabla interminable, ponctué de vannes de Jacouille peu inspirées ou déjà entendues ailleurs. Essuyez les cuillères de ces putains, sa cuillère de... C'est nul! Qui ne sont que des hommages appuyés au film précédent, mais qui ne proposent rien de nouveau, rien de neuf. À part peut-être le « Hurrah, c'est plus laïque » qui arrivera plus tard et qui est la seule vanne que j'ai retenue. Hosanna, Ignace, le monde a changé pendant ta captivité. On ne dit plus Hosanna, on dit Hurrah. C'est plus laïque. Hurrah, c'est plus laïque. En tout cas, ils arrivent à s'échapper de la prison un peu trop facilement. Prison qui n'a que 2 gardes, alors qu'ils sont au moins 100 là-dessous, mais passons. Et à partir de là, le film nous enlève le semblant d'intérêt qu'il avait. À savoir, éviter la guillotine, voir comment Godefroy et Jacouille allaient s'échapper. Et éventuellement, encore une fois, voir Jacouille s'en sortir et pas Godefroy. Ou en tout cas, voir leurs chemins séparés. L'un devant servir la Révolution en tant que témoin des méfaits de la monarchie, comme le suggère la sœur de Robespierre, et l'autre doit fuir la Révolution coûte que coûte et rentrer chez lui. Encore une illusion de plus en redécouvrant le château de Montmirail, celui qu'on connaît dans le 1 et dans le 2, bien que j'ai l'impression que ce sont des images de synthèse, même si je n'arrive pas à croire que ce soit maintenant que la passation de château se fasse. Encore une fois, je maintiens, ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible. Mais l'illusion est encore brisée, car on se rend compte d'un autre problème du film, un problème majeur. Celui qui empêche le film de vraiment décoller. Le problème le plus important du film.
à savoir le nombre trop important de personnages à développer. Et si on est un peu pointilleux, ce qui n'est pas mon cas, on pourra encore faire une remarque que le château de Montmirail avait adopté son apparence Renaissance depuis le Directoire. Mais le château est comme ça depuis le Directoire. Le quoi? Oh la vache! Ça a été dit dans le 1. Et le Directoire, c'est la période politique qui s'étend de 1795 à 1799. Alors que là, nous sommes en 1793. Soit avant le Directoire. Mais passons. Un faux raccord historique, encore une fois, moi l'histoire dans Les Visiteurs, je m'en fous. Mais ça montre quand même que le film n'est pas suffisamment préparé. Mais revenons au nombre trop important de personnages. Avec Gonzague de Montmirail qui est joué par Dubosc, puis le personnage joué par Karine Viard, l'Essuie-Cul joué par Harry Habitant, sans compter Robespierre, puis sa sœur, ce greffron à ça, Marianne Chazelle dont le personnage est transparent, ou encore Pascal Nzonzi, oublié sur l'affiche au passage, ça avait fait une belle polémique à l'époque, ou encore Frédéric Bell qui vient également de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi Laurent Deutsch, Alex Lutz. En fait, c'est bien simple. Faire un visiteur en 2015, après tant d'années d'absence, ça attire toutes les convoitises. Tout le monde voulait en être. Tout le monde voulait entrer dans la légende. Tout le monde avait oublié l'incident des visiteurs en Amérique. Il ne reste que le côté culte du 1, alors que les acteurs du bon Dieu, qui ont un succès récent, pourquoi pas, mais Jean-Marie Poiret le reconnaîtra lui-même, il n'a pas réussi à dire non, et il a vite été dépassé par tous ces acteurs commercialement intéressants pour faire des entrées, mais dont il fallait bien aussi écrire des rôles, et des dialogues, et une histoire, alors qu'on se fiche de la moitié des personnages. Mais putain, y a rien, c'est nul! Et ces personnages sont réunis d'une manière tellement maladroite par manque de temps, que les personnages font les questions et les réponses eux-mêmes, pour justifier pourquoi, qui suit qui, et qui va où. Vous seriez le cousin autrichien à qui Gonzague a écrit. Vous étiez supposé nous attendre à la frontière. Vous avez préféré venir nous chercher. Certes. Alors parfois on sourit quand même, quand Jacou dit que c'est les chevaux qui puent et que c'est pas lui. Toi le Dieu, ce n'est pas moi qui pue, c'est les chevaux! C'est le cul des chevaux! Ou que Godefroy dit de jamais prendre de bain de pied, et que Karine Viard lui dit que c'est dommage, mais c'est bien peu. On s'en contente, c'est ça le pire. On se raccroche à ça. Mais c'est tellement faible. C'est pour cette bonne raison que je ne prends jamais de bain de pied. C'est dommage. Parfois, quand il faut, il faut. Encore une fois, comparé aux deux premiers, comparons ce qui est comparable. Il y a tellement de dialogues pour peu de situations qu'on ne peut pas tout écouter ou tout capter ou tout prendre au sérieux. On retient parfois des dialogues insignifiants et qui sortent du lot, malgré tout, comme par exemple, quand on se chauffe au crottin on pue la merde, une phrase tellement anodine, mais on s'en contente encore une fois tellement rien d'autre ne ressort. Crottin qui d'ailleurs est récolté dans une nuit américaine absolument hideuse et même honteuse pour un film avec un tel budget. Encore une preuve, cette fois-ci plutôt matérielle, que ce film a été à la fois écrit et surtout réalisé du coup, sans aucune conviction. Même le « c'est un festival » que j'utilise, ça y est, ça me fait rire, que j'utilise comme un mème sur ma chaîne. Quel mauvais! Quand je parle de films à gros budget qui empilent des moyens, des noms d'acteurs, etc., je le place souvent. Et souvent, ça marche bien. C'est un festival! Mais dans le film en lui-même, le tout est mauvais. Non, en fait, elle est bien. Quel mauvais! Pourquoi ça me fait rire, ce truc? C'est un festival! Tout est... Pardon. Enfin bon, si on en revient aux nuits américaines, c'est pas d'un niveau professionnel. Encore une fois, même moi je peux les faire, regardez. Ouh, il fait nuit. Encore une fois, si moi... Attendez, j'enlève cette merde. Si moi je peux le faire, encore une fois, c'est pas un bon signe sur le niveau d'implication qu'ils ont mis dans le film. Passons dans un Paris qui n'est pas Paris, puisque le film a été tourné en Belgique et en République tchèque, soi-disant plus proche visuellement du Paris du 18e que Paris lui-même, mais au moins, cette fois-ci, pas de nuit américaine. Alors que les scènes se suivent. Et ces vraies scènes de nuit sont plutôt jolies avec ces reflets, cet éclairage. Mais encore une fois, c'était juste une illusion. Peut-être que c'était un accident isolé, une faute de goût, ou un calendrier de tournage parce que les scènes n'ont pas été tournées au même endroit. Mais malheureusement, encore une fois, c'était juste une illusion. A few moments later. Revoilà les nuits américaines. Comment est-ce possible? Comment oser passer à l'écran de scènes hideuses et amateurs, avec des décors vides, à de vraies scènes de nuit d'un plan sur l'autre, dans des scènes qui se suivent, mais sans aucune gêne? Vive la vie, c'est debout! Et ça contribue encore et encore à nous sortir du film. Si quand bien même, il y en avait au moins un dans la salle qui avait eu le mérite d'y rentrer. Et surtout, scénaristiquement, que venons-nous foutre à Paris, là où c'est suicidaire pour les aristos, si ce n'est remettre le dauphin sur son trône, comme le dit Godefroy, une mission suicide, alors que le personnage, joué par Jean Reno, connaît l'histoire, puisque Béatrice lui a raconté l'histoire dans le 1. Mais comme ils en ont rien à battre, mais bon, ça on l'a validé depuis longtemps, Christian Clavier, Jean-Marie Poiret et Jean Reno en tant que simple acteur en n'avaient pas grand-chose à cirer.
Mais du coup, on ne comprend pas l'objectif, puisque et Godefroy, et surtout le spectateur, même s'il est nul en histoire, comme beaucoup de Français, savent comment ça va finir. Donc comme on sait comment ça va finir, quel est le but de ce déplacement, de personnages en plus inutiles, vers une destination inutile? Au passage, regardez encore, en 2 plans différents, à l'arrivée sur Paris, comment on passe de ça... Allez, la gueuse du nerf, allez, ah! La gueuse, mais dis donc. à ça, c'est clairement hallucinant. Arrivée de Marianne Chazelle, qui elle aussi nous donne son cours d'histoire en nous disant qui est Marat pour les nuls. Au second, on a la Charlotte Robespierre. Et au premier, Marat, le grand journaliste de l'ami du peuple. C'est horrible, bonhomme. Puis arrivée de Charlène Zonzi, qui nous sort une réplique plutôt intéressante. Ah non, mais j'apprécie beaucoup les étrangers. Je vous assure, demandez. Quel étranger? Je suis français. Une occasion de ramener notre actualité du 21e siècle, avec tous les problèmes de notre société actuelle, à cette époque de la terreur, avec des sujets pas toujours réglés comme il aurait dû l'être, je pense, mais qui étaient déjà présents en 1793. C'est la tronche parce que t'es noir, c'est des racistes. Les racistes, on les fait guillotiner. Mais encore une fois, c'est comme Jacou qui comprend qu'il est dans le bon camp, mais qui ne s'en sert pas, c'était juste une illusion. Et comme ça faisait au moins 30 minutes de film et qu'on n'avait pas eu un gag à se mettre sous la dent, en voici un. Peste de mon cul, je suis touché! Quand je disais qu'il était important dans cette vidéo de savoir à quoi on compare quoi, voici quelques gags issus des Visiteurs 1 et 2. Juste comme ça. Un festival! Ça me fait encore rire. Mais vous voyez, ça marche. Et voici les gags, identifiés comme tels, des Visiteurs, la Révolution. Peste de mon cul, je suis touché! C'est quoi ce bruit de merde? Il pisse. Tout est mauvais. Voilà. Ici, on est complètement prisonnier de cette révolution qui n'a d'intérêt que ce que le film a décidé de ne pas nous montrer. À cause de tous les personnages trop nombreux, il est en fait impossible dans cette configuration de proposer aux spectateurs de s'amuser. Donc le temps ne passe pas vite. Et je me rappelle même qu'il y en avait dans ma salle de cinéma, quand j'ai été le voir à Nice, qui dormaient dans la salle. Ils ont pas vu que le film était fini. Ça fait 45 minutes que le film a commencé, 45 minutes interminables et sans intérêt. Eddie Bosque dit enfin quelque chose de vrai et de pertinent. Vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup? Putain merci. Pourquoi s'être jeté dans la gueule du loup? Si ce n'est pour faire un film. En tout cas, ça réveille. Le film reprend un peu de poil de la bête lorsqu'un Montmirail en rencontre un autre. Un Montmirail qui se juge être progressiste, s'adaptant au contexte et vantant l'égalité entre les hommes, et même entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas une mentalité de rétrograde, moi. Le monde aujourd'hui, c'est la science. C'est l'égalité entre les hommes. Et même l'égalité entre les hommes et les femmes. Un sujet toujours d'actualité qu'on n'a pas encore tout à fait réglé dans notre société. Et encore une fois, ça aurait été intéressant de nous projeter dans le contexte de 1793 pour nous faire réfléchir. Et ça ramène, encore une fois, même si on l'avait oublié, le sujet potentiellement intéressant de la relation Jacouille-Godefroy, et de l'inversion de la relation entre le maître et son laquais. Tu dois faire fructifier ton domaine avec tes gueux qui te servent et qui t'aiment. Comme mon Jacouille. Hein? Tu m'aimes, ma fripouille? Oui, mais c'est avec des fois, hein. Pardon? Toujours! C'était hyper intéressant cet échange, mais on n'en fera rien. Le film se risque à faire un hommage à l'une des scènes de la Grande Vadrouille, avec le ronflement de Karine Viard, que Jacouille essaye de contrôler, du remplissage, peut-être encore une envie de faire un gag parce qu'on en manquait, mais cette tentative de meurtre avec un coussin n'a aucune conséquence autre que de faire sortir Jacouille de la chambre pour qu'il aille pisser dehors. Ce qui amène à un nouveau gag, le gag du gros pipi. Qu'est-ce qu'il fait, salopard? Mais voilà, c'est tout. On avait déjà vu mieux, avant. Et tous ces gags, finalement, on se rend compte qu'on nous les donne vraiment au compte-gouttes. Merci. Mais l'espoir renaît encore une fois le chaud et le froid à la 52e minute, où la dame Ginette de l'époque, je vais l'appeler comme ça, essaye de convaincre que c'est fini la relation entre maître et servant. C'est fini, les servants, les maîtres. T'en laisses pas compter par cette clique de feignants. Aujourd'hui, tu peux les dénoncer. Et qu'elle encourage Jacouille à se rebeller, ce que j'aurais voulu voir encore une fois durant tout le film. Alors c'est atténué par le fait que les Visiteurs en Amérique avaient déjà montré ça. Il faudrait que tu trouves le moyen de laisser tomber ce type. C'était l'un des bons points du remake, mais encore une fois, c'était la seule chose intéressante à faire scénaristiquement dans un tel contexte. Et cette Ginette de l'époque a beau promouvoir la liberté et la fin de l'aristocratie, lui et son compagnon ne sont au final que des servants de Marat. Bien que citoyens et citoyennes, ça ne change pas grand-chose. C'est intéressant.
encore une fois remettre dans le contexte d'aujourd'hui. Et monte-la rapidement, il a faim. Bonne nuit, citoyenne. Bonne nuit. Mais on va pas s'en servir. Jamais. Pas plus que des conseils de Ginette pour Jacouille de s'émanciper de son maître. Si c'était moi, je leur confisquerais leurs biens, je leur prendrais tout. Ça leur ferait les pieds. Oui, on leur prend tout, ça leur fera les pieds au montmirail. Ça me rappelle d'ailleurs un échange que j'avais eu avec un collègue de l'époque, très cultivé, qui avait adoré le film et qui m'avait raconté l'un de ses gags préférés. Celui où Jacouille ébouillante Marat d'eau chaude dans sa baignoire. Le crétin, c'est brûlant. Il était mort de rire. Et voyant que je ne riais pas, il essayait de reprendre son souffle et d'expliquer que c'était la baignoire. Mais la baignoire de Marat, tu sais, il est mort dedans. Le mec s'appelle On. Ouais, et alors? Et il riait encore derrière, parce qu'il adorait l'histoire, donc j'imagine que ça suffisait à le faire marrer. Vous me direz si c'est votre cas. Moi, c'était le gros malaise, hein. La gênance, comme on dit. En tout cas, moi, ça me faisait pas rire. Marat ou pas, baignoire ou pas. Jacouille doit prendre un bain, et il déplore l'absence d'ampoules, de radiateurs, de robinets, de pommeaux de douche. Des termes qu'il ne peut pas connaître. Il y a point de radiateur pour les serviettes chaudes. Il y a point de gros pommeaux pour la douche. Il y a point d'ampoule électrique nuit, jour, nuit. Jacouille ne connaît pas ces mots, ce qui casse encore une fois la tentative de comédie de voir Jacouille se plaindre de l'absence de modernité. Ça n'est point moderne, cette salle d'eau, c'est pourri. Modernité. Encore un mot qui n'aurait pas dû sortir de la bouche de Jacouille, parce qu'il peut pas connaître ce mot. On dirait plus Christian Clavier qui parle que Jacouille. Putain, y a rien, c'est nul. Ça n'est point moderne, cette salle d'eau, c'est pourri ici. Le seul passage de cette scène qui m'a fait sourire, c'est Jacouille qui raconte à la sœur de Robespierre sa première rencontre avec des toilettes, et qui connaissait déjà l'usage, en tout cas c'est ce qu'il croyait, à savoir de se laver les mains dedans, et le visage avec, comme dans le premier film. Je suppose que tu n'as jamais vu ça. Ah si, je connois bien. On s'est lavé dedans. Comment ça? Mais si ça fait sourire, c'est par pure nostalgie du 1, pas pour la scène en elle-même, qui ne propose rien de plus que cet hommage, au lieu de refaire autre chose, avec d'autres idées. Des idées, il n'en avait pas, à part celle-là. Voilà le gag. 59e minute, ça va bientôt faire 1 heure, et vu que le film ne va nulle part, Godefroy change d'idée. Et l'idée la voici. Conscient d'être rentré dans Paris pour rien, il se dit qu'il veut rentrer dans son époque, et pour cela, trouver un enchanteur. Enfin oui, trouver un enchanteur, ce qui est la base du 1 et du 2, et même de celui en Amérique. Rentrer à la maison. Jamais on aurait dû perdre cette idée de vue, dès le début du film. Imaginez Godefroy vouloir remettre la monarchie en place en pleine Révolution française, alors que ce n'est pas son époque, et qu'il connaît l'avenir, c'était ridicule, c'est du remplissage. Et votre mission, c'est quoi? Nous allons remettre le dauphin sur son trône. Vous savez sans doute qu'il est enfermé en plein Paris, dans la prison du Temple. Et alors? Et comme il faut bien écrire un film et tenter de raconter une histoire pour tenir 1h40, il nous faut ici 59 minutes pour qu'on reparle enfin de l'idée de rentrer chez lui avec l'aide d'un enchanteur et d'envisager enfin, parce qu'on est dans les visiteurs quand même, un nouveau voyage dans le temps. Il était temps. Merci. Redispute entre Godefroy et Jacouille. Godefroy n'apprécie pas de voir son valet bien habillé. Jacouille lui en est fier et il veut pas rentrer. On connaît ça, on l'a déjà vu dans le 1 et dans le 2. Je préfère mourir de par votre épée, plutôt que de me retourner là-bas. Peut-être que cette fois-ci, on va plus creuser ce conflit. Mais c'est un feu de paille. Ça dure 15 secondes à l'écran. Tu seras la risée du village quand on se retournera d'où l'on vient. Ah, Denis, je ne veux pas me retourner, c'est trop pourri là-bas. Flashback. Je le sens troublé par ton plaidoyer. Reste ici si tu le veux. Et on finit par réaliser, même si on les voit pas beaucoup ensemble dans le film, que ce duo ne fonctionne plus. Par manque de temps ensemble à l'écran? Peut-être. Parce qu'aucun des deux n'a l'air convaincu par ce qu'ils jouent? Sans doute. Ils ont la réponse. Mais il ne reste plus grand-chose du Godefroy fort et brutal qu'on avait connu, mais aussi séducteur. Je ne te hais point, Cora la querelleuse. Moi non plus, je ne te hais point, Hubert. Jean Reno, pour le peu de temps qu'il a à l'écran, me semble complètement éteint. Le regard vide. Et c'est pas intéressant à jouer. Son personnage souhaite aller nulle part, pour rien, et en fait il n'est bon qu'à vouloir rentrer chez lui. On le savait déjà, donc on n'apprend rien de plus sur Godefroy. Et à 1h05:55 secondes, arrive néanmoins la meilleure scène du film. Porte ça, le drôle. Mais porte toi-même, citoyen Kurt. Ici, tout le monde est égal. Je vais t'en coller, moi, de l'égalité. Arrêtez de vous chamailler. La seule bonne scène du film. Mais chaque scène aurait dû être comme celle-là. Ça aurait dû être une constante. Jacouille refuse de porter des sacs encore plus lourds. Et comme il est en position de force et il y a des soldats autour, s'il attire l'attention, Godefroy sera en danger en tant que noble. Citoyen Le Hardi, tu es le plus fort, alors c'est toi qui portes les sacs. Sois aimable. Allez, on y va. Et Jacouille le sait. Il doit donc accepter et faire profil bas. Et ça dure 13 secondes. 13 petites secondes. Mais voir Godefroy résigné à tout porter tout seul et Jacouille rien,
Ça a du sens dans cette époque. Citoyen kurde, avec le sourire, citoyen kurde. Ah. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et le contexte de la Révolution, encore une fois, aurait dû faire de cette inversion des rôles l'un des fils rouges du film, sa priorité. Et toute la scène d'intro, qui finalement ne sert à rien scénaristiquement, où on voit Jacouille chargé comme une mule essayer de suivre son maître alors qu'il porte des équipements lourds. Bah ça aurait un sens à ce qu'on voit régulièrement dans le film, son maître chargé comme son valet l'était. Sauf que on va ne le voir qu'une fois, pendant 15 secondes, dans le film, alors que ça aurait dû être ça le fil rouge. Encore une fois, c'est la dernière fois du film, la troisième fois seulement, 15 secondes à chaque fois, donc moins d'une minute, qu'on développe cette idée d'inverser les rôles. Tous nos personnages obsolètes, Harry Habitant, Alex Lutz ou Karine Viard, trouvent un échappatoire, être hébergés par un duc sorti de nulle part, et qui a une propriété soi-disant assez grande pour héberger tout le monde, le duc étant persuadé qu'à terme il pourra serrer le personnage de Karine Viard. C'est tout le monde maintenant ou personne. Bon, je m'incline. Encore une illusion. Et pour ça, il faudra tous ressortir indemnes de Paris. Bien qu'on se demande toujours pourquoi ils voulaient tous y aller. C'est aberrant scénaristiquement. Et à 1h11, Jacouille rencontre enfin, il était temps, son fillot Jacouillet. Ce qu'on attendait dès la fin du 2. Il fallait être patient. Mon bon Jacouille, il va falloir être fort aimable avec ce Jacouillet. C'est la rencontre qu'on voulait voir depuis 19 ans. Rencontre anodine, bien évidemment, il se passera pas grand-chose. Et Marianne Chazelle nous refait un cours d'histoire pour les nuls, en nous présentant une flopée de nouveaux personnages historiques, qui malheureusement vont prendre du temps dans la demi-heure qu'il nous reste. Ils sont tous là. Couton là, c'est l'homme de la Grande Terreur. Saint-Just, l'archange de la Révolution. Billot Varenne. Et Fouché, le mitrailleur de Lyon. Cette façon de dire « Regardez, c'est Saint-Just, l'archange de la Révolution !» Vachement naturel. S'ils le savent eux-mêmes, et qu'il n'y a pas de foule autour, hein, ils sont que deux, pourquoi ils le disent? Ils le disent pour les spectateurs qui comprennent pas qui est qui, parce qu'il y a trop de monde. Vive le comité de salut public. Ça ira. Et du coup, si le spectateur nous parle, ça brise tout, ça brise le fameux 4e mur. Alors qu'une voix off qui nous accompagne durant tout le film, bah, je pense que ça nous aurait maintenu dans l'histoire, plutôt que d'assister à ce genre de truc. Donc ces personnages historiques vont prendre du temps. Là où on aurait aimé consacrer ce dernier temps à voir Godefroy et Jacouille essayer de mettre la main sur l'enchanteur, et de se mettre d'accord sur quelque chose, de régler leurs problèmes, peut-être de se mettre d'accord pour que Jacouille rentre dans l'époque des bagnoles, comme il l'appelle, alors que Godefroy, lui, pourrait partir de son côté, tel que c'était prévu à la fin du 2. Mais cette partie-là qu'on attendait sera expédiée dans le dernier quart d'heure, on en parle tout à l'heure. Mais pour l'heure, on est à 1h15. Et autre scène intéressante, la deuxième scène vraiment intéressante du film, ce qui n'est pas beaucoup en 1h15, c'est la scène où il y a une réflexion autour de Jacouille, qu'il faut présenter comme un martyr de la monarchie à la tribune des citoyens, sauf que le nom Couille n'est pas très vendeur. Alors, tu veux t'appeler comment, mon gars? Moi, c'est Jacouille. Bon, il est buté borné. Et qu'il faut trouver un autre nom. Et Godefroy va avoir l'idée de renommer Jacouille en Jacquard, puisqu'il sait que quelque part dans l'histoire, le nom a changé. On doit le nommer Jacquard. Ignace Jacquard, c'est pas mal, ça sonne bien. Moi, j'aime pas trop Jacquard. Hein. Bah, ça fait placard. En tout cas, c'est plus élégant que Jacouillet. Tu devrais changer, Antoine Claude. Enfin quelque chose d'intelligent dans l'écriture, qui permet de compléter l'histoire sans aucune incohérence, et à la manière d'un Retour vers le futur, ou d'un Terminator, se rendre compte que c'est le voyage dans le temps lui-même qui va décider de certaines choses, comme la bascule de Jacouille en Jacouillet et de Jacouillet à Jacquard, ça dure 1 minute, mais qu'est-ce que c'était intéressant. Mais pas de réjouissance trop hâtive, parce qu'arrive après la scène avec Robespierre, qui reste bonne, il y a une tension, Jacouillet est mal à l'aise, on sent que Robespierre fait peur, qu'il coupe des têtes un peu trop facilement, et toutes les longueurs du film ont au moins l'utilité de nous amener à cette scène-là, où tous les personnages importants sont réunis autour d'une même table, Robespierre est au courant des 2 meneurs de l'évasion de la prison, qui certes n'étaient que très peu gardés, et Jacouillet est conscient que ces 2 meneurs sont à sa table, et que sa sœur les défend. C'est forcément intéressant à suivre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, si on a la patience d'arriver jusque-là, cette scène-là, elle fonctionne. C'est forcément intéressant à regarder, mais ça arrive trop tard. Jacouillet qui a peur de Robespierre qui se met en quête de trouver du lait dans Paris, et cela joue Jacquard, en s'énervant et en criant. Non mais j'ai rarement entendu de telle charlette, mais y a pas de lait. Excuse-nous, c'est scandaleux, y a pas de lait. En s'excitant, ce qui paradoxalement fait du bien, parce que ça nous rappelle les bons souvenirs, et ça réveille, mais c'est tellement rare. Et il faut préciser d'ailleurs au passage que cette scène du lait dans Paris a été improvisée sur le tournage, sur place, car Jean-Marie Poiret réalisait vraiment que, à ce stade-là du film, ça manquait cruellement de gags.
encore une nuit américaine dégueulasse, et le dîner prend fin. Godefroy réalisant que Robespierre, qu'il connaît, puisque Béatrice lui a raconté qu'il coupait des têtes dans Les Visiteurs 1, Robespierre lui a fait couper la tête. Quel bon sens, ce Robespierre. Pourquoi tu dis ça, Hubert? il réalise que Robespierre est dangereux et qu'il vaut mieux partir. De son côté, Robespierre a mal au bide et quitte la soirée. Et ça aussi, ça avait fait rire mon collègue de l'époque, parce qu'il disait « T'as vu Robespierre ?» Il avait mal au ventre. J'en rigole. Peut-être qu'il y a des gens qui sont férus d'histoire, qui sont fans de cette période-là, se contentent de ça. Qui suis-je pour dire que c'est pas bien? Jacouillet, pour sauver sa peau, souhaite livrer Jacouille et Jacquard, les deux meneurs de l'évasion, à Robespierre. Et on a enfin un semblant de tension et de pression. Et à 20 minutes de la fin, on reprend espoir, très tardivement. Et en plus, on retrouve un semblant d'ambiance surnaturelle avec la mère de Dieu, la fille du mage Eusébius. Enfin, on y est, au bout d'1h27 minutes de film. On leur donne une adresse d'un descendant d'Eusébius qui leur fera la nouvelle potion. Jacouille se déforme de plus en plus et porte bien son nom de Jacouille. Ça, c'est plutôt drôle d'ailleurs, visuellement. Godefroy et son gros nez prévient son petit fuyau du bosque du danger de Robespierre et qu'il n'y échappera pas. Mais leur scène des adieux sonne très faux. Le temps t'est compté. Épousaille ta belle, et fais-lui un descendant. Même si tu n'échappes point au supplice, ton enfant te survivra, et notre nom restera. En fait, ils essayent d'être touchants et de faire écho à la scène du 1 où Godefroy dit au revoir à Valérie Lemercier, à Béa, alors qu'ils vont se revoir quelques minutes après dans le 2, mais passons. C'est dingue, ils sont revenus. Arrêtez-vous. Ça fout un peu la scène en l'air. Sauf que là, dans ce film, ils ne peuvent pas se blairer. Silence, Gonzague. Je ne suis point fier de toi. Tu pues la couardise. Ah oui, ça y fuit. C'est une haleine. Ils sont pas dans le même camp. Tu es ma descendance, et je suis émotionné de t'avoir rencontré. Donc le fait qu'ils se disent au revoir comme ça, en fait ça n'a jamais été amené dans le film, donc ça fait aussi faux que le reste. À moins qu'il y ait eu des scènes coupées. En tout cas, il y avait un gros potentiel à voir Robespierre, l'une des figures de la Révolution française, tellement convaincu d'être dans le bon camp, le camp du bien, qu'il tranche des têtes de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Ce qui amène à réfléchir d'ailleurs. Même si en 2015, date de tournage du film, on n'était pas dans le contexte d'aujourd'hui. Mais le film aurait eu le droit d'être en avance sur son temps, dans un contexte d'inégalité sociale. Des riches ultra riches qui s'enrichissent, alors qu'il y a de plus en plus de pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces thématiques, elles sont toujours dans nos élections. Avec les élus de gauche souvent ultra riches qui donnent pas vraiment l'exemple. Cette ambiance révolutionnaire souhaitée par certains partis politiques pour passer à une autre république. Alors, pas en 2015, il n'y avait pas encore ce parti. Mais le film avait le droit d'être précurseur et d'anticiper ça. Il ne l'a pas fait. Moi, j'aurais aimé que ce film soit en avance là-dessus. Ça aurait été une grosse qualité. Le regarder aujourd'hui et me dire que ça m'évoque quelque chose au-delà du contexte de 1793. Mais ça ne me parle pas suffisamment, c'est pas assez poussé. Mais le film n'est pas avant-gardiste. Le film n'a aucun message à nous envoyer. Aucune réflexion à avoir pour le spectateur. Godefroy lui conseille néanmoins d'avoir descendance très vite pour perpétuer la lignée. On remet la musique du 1, ce qui nous fait réaliser d'ailleurs qu'Eric Lévy est toujours là, certes, mais qu'on n'entend que des anciens thèmes. C'est comme tous ces dialogues qu'on n'écoute même plus, on n'écoute même plus la musique qui les accompagne. Jacouille et Godefroy doivent fuir Paris alors qu'on se demande toujours pourquoi ils y sont entrés, pourquoi ils y sont allés, mais au moins, ça amène du rythme dont le film manquait cruellement. On dirait que le film est pressé d'en finir, car après tout, il faut terminer l'histoire, enfin. Pas question d'avoir un numéro 4. Pourtant, c'était le plan de départ, hein. Mais encore faut-il faire des entrées pour ça. À ce stade-là, on s'attendait à ce qu'on ait au moins la fin qu'on était venu chercher et qu'on méritait tous en tant que spectateurs patients. Après une attente, je le rappelle, de 19 ans. Sauf que les soldats poursuivent nos deux héros mal en point, nos deux personnages repartent dans les couloirs du temps, et là... Quand je vous disais que tout dépend de à quoi on compare quoi. Oui, vous l'avez bien vu, nous n'avons qu'un seul voyage dans le temps dans le film. Un seul. Et cette fois, 19 ans après, pas de morphing, pas de déformation, pas d'effets visuels. Alors qu'avec les moyens de 2015, ça nous aurait au moins permis de voir les progrès en matière d'effets spéciaux. Du vrai foutage de gueule, encore une fois, si on compare par rapport à ceux d'avant, c'est pas normal qu'un film qui sorte 20 ans après soit visuellement moins bon réussi au niveau des effets spéciaux que des films des années 90. Mais non, le déplacement temporel a lieu hors champ. Tout ce qu'on verra, c'est une explosion, et l'enchanteur se transformer en oiseau ou en chauve-souris, je ne sais plus. Et là, Godefroy a l'air réparé, tout comme Jacouille. Leurs visages sont redevenus comme au début du film. Plus de déformation de leur visage. Seraient-ils rentrés? Alors pourquoi ne sont-ils plus déformés du visage? Si on suit leur logique, vu qu'ils sont encore trompés d'époque, ça devrait être encore pire. Attention! Oh, mais je vois que ça presse, venez par ici. Mais passons. Il n'y avait sûrement pas le budget à l'époque pour les rajeunir visuellement. Jacquard est donc présent en tant qu'enfant, et comme on l'a dit en début de vidéo, c'est anachronique, et on a encore un JPEG du château de Montmirail, en arrière-plan, et dans sa version moyenâgeuse, alors qu'on le découvrira après, et on est en 1943.
Donc jamais le château ne doit ressembler à ça en 1943. C'est pour préserver la surprise aux spectateurs qui, à ce stade-là, pensent vraiment qu'ils sont retournés au Moyen-Âge. D'où l'ancien château. Mais en fait, t'as pas le droit de faire ça. C'est interdit. Tu peux pas montrer le château tel qu'il est dans le 1 et dans le 2 en pleine Révolution, et à la fin, sur un plan lointain, montrer celui du Moyen-Âge, alors qu'on est en 1943. C'est la preuve ultime qu'ils s'en foutaient. Ça n'est pas respecter le public. Godefroy retrouve alors un autre de ses aïeuls, toujours sous les traits du Bosc, mais on s'en fout. Et fin du film, mais pas fin de l'histoire, car on en est exactement au même point qu'il y a 19 ans. L'histoire n'était donc pas finie. Le seul but de ce troisième film, absolument pas préparé, était de nous vendre un quatrième film avec le même casting, en pariant sur les entrées de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour être rentable et donner envie, pour faire un quatrième film en pleine occupation. Et malgré tout ce que j'ai pu dire sur celui-là, j'aurais voulu voir ça. Et puis le calcul n'était pas si idiot. 12 millions de spectateurs pour le bon Dieu. Il en fallait que 5 pour que Les Visiteurs de la Révolution soient rentables. Ça ne sera pas le cas. Même pas la moitié. Moralité, le film a servi à rien. Il s'accélère dans le dernier quart d'heure, nous fait espérer durant les 10 premières minutes, mais entre les deux, c'est le vide, avec ce défilé de personnages tellement nombreux, tous leurs dialogues interminables. Et Jean-Marie Poiret l'a dit lui-même, il a trop perdu de vue ces deux personnages principaux, et Clavier avait tellement envie de faire une passation de témoins à une nouvelle génération, plutôt que de faire un vrai Visiteur 3. C'était sous-estimer clairement l'attente des fans, et des moins fans mais qui adorent le film comme moi. Et pour aller jusqu'au bout du bout, même le générique de fin est une hérésie, avec le thème de Enae Volare remixé sur un fond de techno. Une fausse note de plus à ajouter à un film médiocre. Si on le compare à la plupart des films qui sont sortis, il y a bien pire que Les Visiteurs à la Révolution, mais si on le compare avec ce qui est comparable, à savoir le 1 et le 2, le film est mauvais, et moins bon que celui en Amérique. Car encore une fois, tout dépend à quoi on compare quoi. Les Visiteurs à la Révolution n'est qu'un film au scénario paresseux, qui ne respecte même pas les deux premiers films, ils ont même pas dû relire le scénario de l'époque, ils ont même pas dû regarder les films, le casting est trop étoffé, en mode Astérix de l'époque, où chacun veut apparaître dans son cosplay, avec un Jean Reno éteint, un Clavier qui ne fait que refaire ce qu'il savait déjà faire, le potentiel de l'inversion de la relation entre le valet et son maître n'est exploité qu'à 1%, les personnages de Harry Habitant, Alex Lutz ou Karine Viard ne servent à rien mis à part ralentir le film, ils se mettent en danger en allant à Paris pour en sortir et on perd donc 1 heure de film pour rien. Laurent Deutsch, féru d'histoire, s'est incrusté dans la distribution en demandant un rôle, peu importe lequel, il voulait juste être dans Les Visiteurs, mais c'est comme tous les autres en fait. Ils y étaient non pas pour faire un film, juste pour que leur nom soit inscrit au palmarès des Visiteurs 1, 2 en Amérique et celui-là. On entend à 2 ou 3 reprises la bande originale du 1, mais seulement au début et à la fin, et le film ne conclut pas, alors qu'on avait attendu une conclusion durant 19 ans. Le film renonce aux scènes d'action, renonce à l'humour, renonce aux effets spéciaux, bref, à renoncer à tout ce que vous avez aimé, vous et moi, dans les comédies du début des années 90 jusqu'au début des années 2000. C'est un échec cuisant. Quoi qu'en dise Jean-Marie Poiret, qui relativise cet échec, en se disant que c'est pas donné à tout le monde de faire 2 millions d'entrées. Mais tout dépend, encore une fois, de à quoi on compare quoi. 2,2 millions d'entrées pour Les Visiteurs 3, après 19 ans d'attente, c'est un gros échec. Point. Et enfin, pour expliquer le malaise des Visiteurs 3, le film manque tellement de gags et donc de drôlerie, et c'est le plus important en comédie, n'est-ce pas? Et pour vous donner un exemple du malaise, un exemple qui va vous montrer qu'ils ont vraiment réalisé en cours de tournage qu'il y avait un problème, le gag isolé de la perruque de Karine Viard, qui monte et qui descend, quelque chose qu'on aurait pu voir dans un De Funès d'ailleurs. Bah cette scène-là n'était même pas écrite dans le scénario. Ils ont juste réalisé qu'en tournant dans des diligences d'époque qui étaient trop basses et qu'il fallait parfois se baisser pour rentrer ou se baisser pour en sortir, ils ont donc inventé ce système de ballon sous la perruque de Karine Viard pour qu'elle puisse monter dans le véhicule durant le tournage sans avoir besoin de revoir la perruque à chaque fois et gagner du temps. Un système que Jean-Marie Poiret a trouvé drôle, et il s'en est servi en tant que gag dans le film au dernier moment. Parce qu'il en manquait cruellement de gags. C'est quand même grave de se contenter que de ça. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres gags à se mettre sous la dent. C'est quand même grave de se contenter de ça. Et c'est grave également de se rendre compte au tournage que le film va droit dans le mur. Même s'ils en ont jamais reparlé depuis, Clavier et Poiret ont assumé de ne pas faire un film drôle, privilégiant la dramaturgie et l'histoire, qu'ils ont peut-être trop respecté, comme De Funès avait trop respecté Molière dans son Avare. Jean-Marie Poiret reconnaît aussi une forme d'autocensure faute de grands moyens, l'empêchant de développer des gags visuels. Il aurait par exemple aimé charger davantage Robespierre, histoire que le méchant du film soit bien puni, alors qu'au final, il s'en sort juste avec une bonne gastro. Mais les costumes et les perruques ont coûté tellement cher, et il n'y avait qu'un costume et qu'une perruque par personne, qui ne pouvait pas se permettre de les salir ou de les abîmer. J'ai tendance à dire, et c'est ma philosophie dans la vie, que si tu peux pas bien faire, si t'as pas les moyens de bien faire, si t'as pas l'envie, si t'as pas la compétence, si t'as pas de temps,
de faire ce que tu veux, ne fais pas. Il vaut mieux ne rien faire que de mal faire quelque chose, en sachant qu'on fait mal. Il s'est donc retenu de malmener son personnage, prisonnier de son manque de moyens. Et sur le plan visuel, le film est encore une fois laid comme un pou. Les plans à la bougie sont bons, hein. Ils sont signés Stéphane Leparc, le directeur de la photographie, les costumes sont beaux, mais encore une fois, je trouve les décors vides. Et pour ceux qui diraient dans les commentaires que c'est meublé comme c'est à l'époque et que du coup c'est authentique, même si c'est moche, bien que ce soit tourné en Belgique et pas à Paris, donc j'ai envie de dire niveau raccord, je suis pas sûr. Et bah autant pas filmer cette époque si elle est pas propice à être filmée, et ne rien faire, ou faire en sorte que le scénario nous emmène ailleurs très rapidement. Retour au Moyen-Âge, ou encore une autre époque. Mais là, clairement, on subit la fin du 2, dont le film n'arrive pas à se dépêtrer. Bien que Jean-Marie Poiret en soit fier, car les décors sont pour la plupart naturels. Les châteaux belges dans lesquels ont été tournés le film ont conservé la plupart de leurs meubles d'époque, contrairement aux châteaux français, qui ont été pillés par les sans-culottes. Jean-Marie Poiret regrette également que des comédiens de scène tels que Nicolas Vaud, Christian Eck, que l'on avait vu dans Les Trois Frères le Retour dans le rôle du notaire, et qui joue Marat dans le film, n'aient pas été mentionnés par les critiques de la presse de l'époque. Mais il y a tellement de personnages à regarder que je comprends qu'on s'y perde, tant le film est illisible. Surtout en un seul visionnage. Il m'en a fallu au moins 3 pour comprendre, je suis honnête avec vous, tout ce qui se passe dans le film. Car malgré la lenteur et tous les problèmes de rythme, ça va assez vite paradoxalement. Mais rythme et vitesse, ça n'a rien à voir. Jean-Marie Poiret regrettait également que la presse n'ait pas remarqué le caméo de Renaud Capuçon, un chef d'orchestre et violoniste français. Un caméo l'espace de quelques secondes. Et Jean-Marie Poiret regrette que personne ne l'ait vu. Mais est-ce que savoir que c'est lui rend le film meilleur ? Non. Et c'est triste de finir Les Visiteurs là-dessus. J'aurais préféré ne rien voir. J'aurais préféré ne pas voir ce film, et rester sur mes illusions, sachant qu'en plus l'histoire n'est toujours pas terminée. Ce film n'a servi qu'à rendre cette saga moyenne, puisqu'on a un film culte, c'est indéniable, le 1, une bonne suite malgré ses excès, le 2, un remake qui n'aurait jamais dû exister en Amérique, mais qui a des qualités dont ce Visiteur à la Révolution reste dépourvu. Et d'ailleurs, si je veux voir la fin des Visiteurs, quelque part, pas besoin d'un Visiteur 4. Je regarde la fin du film des Visiteurs en Amérique, et je l'ai. Moi je te protège, babe. I got you, babe. Ok, I got you, babe. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les Visiteurs 3 ou les Visiteurs à la Révolution? À vous de me dire dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui sont encore capables de défendre ce film après tout ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aimé les Visiteurs à la Révolution? Si c'est le cas, n'hésitez pas à défendre votre film dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le à YouTube en mettant un like, en mettant un boost. Et dans l'idéal de mettre un commentaire, et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de répliques marquantes dans ce film, vous pouvez toujours dire ça par exemple. Avec des décors de la société de production française. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.